Dans un futur proche, la mobilité électrique, si prometteuse en termes de décarbonation, dépendra d'acteurs secondaires sur la scène internationale. On pense notamment à la République démocratique du Congo, mais aussi au triangle du lithium composé de l'Argentine, du Chili et de la Bolivie. Alors commençons par mettre quelque chose au clair. Il reste un long chemin pour que la voiture électrique ait un impact réellement positif sur l'environnement. Déjà, on calcule qu'il faut dépasser 20 000 km pour que le balance carbone d'une voiture électrique par rapport à un moteur thermique penche en sa faveur. En plus, dans certains pays comme en Allemagne, l'électricité qu'on utilise pour recharger nos batteries est produite par des centrales à charbon. Une fois mature, cette technologie sauvera des vies. Et je ne parle pas uniquement de préservation de l'environnement. Je pense aux milliers de personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air en ville dont les voitures thermiques sont grandement responsables. Et aussi aux guerres livrées au nom de la démocratie, mais qui visent surtout à sécuriser un approvisionnement constant d'or noir. Mais à l'heure actuelle, ces technologies restent à ses balbutiements malgré les récents progrès grâce à des acteurs de premier plan comme Tesla. La sphère politique et médiatique nous renvoie une image de produits aboutis et fonctionnels, mais la réalité est légèrement en deçà. Dans cette vidéo, on va surtout vous exposer les implications environnementales, sociales et géopolitiques liées à l'extraction des minerais nécessaires à l'élaboration des batteries électriques à haute performance. Ce graphe présente la quantité de minerais nécessaires à la fabrication d'un véhicule électrique et d'un véhicule conventionnel si l'on exclut l'acier et l'aluminium indispensables dans les deux cas. Pour fabriquer une voiture électrique, il faut environ 6 fois plus de métaux rares. Et ce n'est pas qu'une question de quantité, mais aussi de variété. Une voiture thermique ne nécessite pratiquement pas de cuivre et de manganèse, alors que les voitures électriques requièrent une quantité importante de lithium, de nickel, de cobalt, de graphite et de terres rares. La production d'une voiture électrique coûte plus cher, mais ça se complexifie surtout au niveau des chaînes d'approvisionnement. Évidemment, ça implique une extraction minière plus intensive, mais aussi le transport de métaux rares jusqu'au site de transformation. L'extraction et le transport maritime ne sont pas tout à fait décarbonés et ils consomment pas mal de fuel. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On va vous parler des principaux acteurs de la révolution minière en cours. La face sombre de l'industrie. D'abord, on jette un œil à ce graphique. En principe, les pays qui sont mentionnés devraient être ceux qui bénéficient le plus de l'exploitation minière liée à la production d'une voiture électrique. Et parmi ces pays, certains possèdent les 4 minerais essentiels: le cuivre, le graphite, le nickel et bien sûr le lithium. On retrouve donc le Chili, la Chine, l'Australie, l'Indonésie, mais aussi la République démocratique du Congo, pays qui détient aujourd'hui un quasi-monopole sur le cobalt. On parle de 70% du cobalt utilisé dans le monde. Étonnamment, il y a un autre pays qui possède d'importantes réserves de cobalt et de nickel, Cuba. Mais comme le pays est sous embargo unilatéral, pas moyen de distribuer à grande échelle. D'où l'interdépendance de l'industrie de la voiture électrique et de l'économie congolaise. C'est justement l'approvisionnement en métaux rares qui n'est pas facile. Dans le cas du Congo, le cobalt représente l'une des plus importantes, sinon la plus importante, des sources de revenus du pays. La RDC produit plus de 95 000 tonnes de cobalt chaque année, une industrie minière en pleine croissance jusqu'en 2020, lorsque le Covid-19 a gelé l'activité économique mondiale. Sur les 95 000 tonnes de production annuelle, près d'un cinquième provient de mines artisanales et rudimentaires dont l'extraction est principalement assurée par l'intermédiaire d'une société d'État, EGC. Ce modèle minier s'est répandu dans tout le pays, mais les conditions de travail laissent à désirer, notamment en termes de sécurité, de protection de l'environnement et de salaire. La main-d'œuvre gagne moins de 3 $ par jour, des journées très chargées. De nombreux rapports font état d'un système semi-esclavagiste. Mais la transition accélérée à la voiture électrique encouragée par les autorités publiques dans les pays développés nous impose de fermer les yeux sur ces pratiques qui ont le plus souvent lieu à proximité des agglomérations congolaises. Et pour ce qui est de l'impact environnemental, l'objectif même de la voiture électrique étant de proposer un moyen alternatif de transport décarboné. Or, selon un rapport allemand de 2021, les mines artisanales ne mettent en place aucune mesure pour atténuer l'impact environnemental de l'extraction du cobalt. Par exemple, les puits ne sont pas déclassés lorsque l'activité minière cesse, les déchets ne sont pas traités et on détecte dans de nombreux sites des hausses du niveau de radioactivité.
Et ce minerai est souvent lavé dans des cours d'eau naturels, les contaminant alors. Ces cours d'eau sont souvent à proximité de zones habitées et sont donc directement ou indirectement consommés par la population. En Afrique subsaharienne, l'accès à l'eau est une préoccupation quotidienne pour des millions de personnes. Ensuite, il y a aussi le problème des émissions incontrôlées de poussières toxiques. En saison sèche, on assiste donc à des nuages chargés de microparticules de cobalt qui sont toxiques pour l'humain et provoquent des maladies respiratoires et des cancers. Il ne s'agit pas de cas isolés. Alors que ces mines artisanales ne représentent que 20% de la production totale de cobalt, on estime qu'il y a entre 150 000 et 200 000 mineurs et plus d'1 million de personnes qui dépendent de cette activité. La voiture électrique n'est pas responsable de ces abus, mais la pression réglementaire croissante en faveur des batteries alimentant ces véhicules a incité tous les acteurs de cette industrie à détourner le regard. Mais le tableau n'est pas à noircir dans son entièreté. Les revenus tirés de cette manne industrielle pourraient permettre à ces pays de soulever leur économie, tant que cela est suivi d'une redistribution juste des richesses et d'une lutte sans concession contre la corruption et l'impunité. L'ancien président de l'entreprise publique congolaise EGC, qui contrôle une grosse partie de la production de cobalt, a été mis à pied en 2021 après avoir été reconnu coupable d'un piège estimé à 8,8 milliards $. Cet argent s'est évaporé. La RDC évince un dirigeant de l'industrie minière à la suite de plaintes pour corruption. Le président de la société minière d'État a été évincé à la suite d'allégations de longue date selon lesquelles des milliards de dollars de revenus auraient disparu. Si les composants nécessaires à l'élaboration de voitures électriques se situent dans des pays faiblement industrialisés ou technologiquement en retard, alors qui sont les acteurs principaux de cette chaîne de valeur? Un pays en particulier contrôle l'essentiel de la production et de la transformation des minerais clés pour la voiture électrique. La nouvelle révolution minière. Zhongguo, China, le céleste empire, un graphe pour mesurer le poids de la Chine dans cette industrie. La Chine contrôle la transformation de la quasi-totalité des minerais clés pour élaborer des batteries électriques des voitures ou des panneaux photovoltaïques. En gros, la Chine maîtrise déjà la transition énergétique que souhaitent entreprendre les démocraties occidentales. Alors que les États-Unis investissent dans les énergies propres, il y a un gros problème. La Chine contrôle la chaîne d'approvisionnement. Alors comment expliquer cet état de fait? Déjà, pas besoin de chercher midi à 14h, ils ont simplement été plus rapides. Le gouvernement chinois a intégré à ses plans quinquennaux le contrôle à la fois de la production et de la transformation de ces métaux rares. Du coup, suivant les directives du parti, les entreprises chinoises ont acquis des sociétés minières à tour de bras. Allez, encore un graphe. D'ici 2040, la demande de lithium devrait être multipliée par 42, le graphite par 25, le cobalt par 21, le nickel par 19 et les terres rares par 7. Conséquence, la dépendance stratégique des pays occidentaux vis-à-vis de la Chine va se renforcer sensiblement. Est-ce que ça veut dire pour autant que la Chine aura le dessus? Oui et non. D'une part, la Chine contrôle la production et la transformation de la plupart de ces minerais. Son influence est donc énorme. Mais d'un autre côté, les évolutions technologiques à venir et la recherche d'alternatives viables pourraient contribuer à atténuer sans éliminer cette dépendance. Prenons le cas des véhicules à hydrogène. Les métaux rares sont beaucoup moins essentiels à sa production qu'à celle des batteries des véhicules électriques traditionnels. On n'a pratiquement pas recours au cuivre, au cobalt, au nickel ou au lithium dans leur fabrication. Ce sont surtout les terres rares, l'aluminium et le platine qui deviennent primordiaux. Pour l'instant, ces minerais sont très rares, mais il y a justement toute une nouvelle ligne d'industrie à monter. Et le platine, justement, dont les voitures à hydrogène sont si gourmandes, où se trouve-t-il ? Les 2/3 de tout le platine produit dans le monde proviennent d'Afrique du Sud et loin derrière de Russie. Donc, à ceux qui s'inquiètent d'une trop grande dépendance vis-à-vis de la Chine, une bonne nouvelle, pas une seule des 5 plus grandes sociétés productrices de platine au monde n'est contrôlée par le géant asiatique. Pas une seule. Aujourd'hui, ce sont des sociétés états-uniennes, britanniques, sud-africaines et russes qui contrôlent la chaîne globale d'approvisionnement en platine. La voiture électrique devient donc un vecteur d'influence chinois. Ni Tesla, ni Renault, ni Volkswagen sont appelés à devenir les acteurs majeurs de la transition vers la voiture électrique. Ce sera le rôle de la Chine et des constructeurs automobiles chinois comme Geely, BYD, Xiaopeng, MG, Hiways, NIO, Byton et d'autres. C'est du moins l'ambition de Xi Jinping, mais ça a l'air d'être en bonne voie. Alors que la Chine ne représente que 13% des ventes automobiles mondiales, et ce alors que les restrictions sont très
très sévère dans les grandes agglomérations. 45% des voitures électriques vendues dans le monde sont produites par des groupes chinois. Et en plus, ce sont 60% de tous les véhicules électriques, toutes marques confondues, qui sont assemblés dans des usines chinoises. À votre tour maintenant, est-ce que le fait que la Chine contrôle l'accès aux principaux métaux rares est dangereux pour notre autonomie stratégique? Que peuvent faire les démocraties occidentales à ce sujet? Est judicieux ou pas de se concentrer sur le développement de la voiture à hydrogène? Et à titre personnel, je suis curieux de savoir, êtes-vous prêt à sauter le pas et faire l'acquisition d'une voiture propre? À bientôt et faites tourner si ça vous a plu, ça nous aide beaucoup.